êtes à la Maison des chirurgiens dentistes libéraux d'Île-de-France. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir et c'est un plaisir aussi de vous présenter ces deux personnes qui vont nous faire une conférence magnifique dont j'ai eu un aperçu déjà et qui était vraiment très passionnante. Donc nous avons un chirurgien dentiste spécialisé en chirurgie orale, Jean-David Wolfeler, et nous avons le docteur Didier Ernenwein, qui est chirurgien maxillofacial. Et si je vais quand même dire que c'est un grand ami de très très longue date et c'est un chirurgien exceptionnel et qui est toujours passionné de nous dentistes et qui a toujours pu nous accompagner tout au long de notre carrière. Je le dis profondément. Je suis très contente que tu sois là. Donc, ils vont vous faire ce soir la conférence en partenariat et en collaboration surtout avec la Société française de chirurgie orale. Et ça, c'est une nouveauté qu'on participe ensemble à des conférences communes. Et on espère que ça pourra perdurer parce qu'on a beaucoup de choses à s'apporter. C'est toujours très intéressant de pouvoir partager tous ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Donc, on va essayer d'aller vite. Je vais passer tout de suite la parole à Jean-David et on va essayer de vous parler de l'IA, pas de tout ce qui existe comme marque sur le marché, on n'est pas là pour vous faire le catalogue. Je disais, on ne va pas vous faire l'existant du marché, on a chacun développé des solutions et l'objet c'est plus de vous faire partager l'expérience scientifique, essayer de faire une petite mise au point sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas pour démystifier ce qu'est l'IA réellement dans notre pratique et pas dans la pratique journalistique telle qu'on l'a entendu ces derniers jours. Parce que ces derniers jours, il y a quand même eu beaucoup de communication et beaucoup de vent. Sur l'IA. Donc le titre, vous voyez, il est assez parlant, c'est « Catalyseur de potentiel ou menace pour la profession ». Donc on va essayer de vous laisser un petit peu répondre à cette question, à savoir ce que vous pensez de tout ça. On va vous parler globalement d'un parcours patient type, et puis on va appuyer sur les deux points qu'on maîtrise un petit peu. Concernant Didier, ce sera la radio, l'IA et tout ce qui est radiographie. Et puis moi, je vais vous parler un petit peu du suivi post-opératoire et de comment on pourrait l'améliorer. On va commencer par ce qui se passe quand une patiente souffre. Donc avant, elle souffrait et c'était tout. Aujourd'hui, elle fait beaucoup plus que ça. Elle va aller consulter Google, elle va regarder les avis, elle va s'informer sur les réseaux sociaux et elle va essayer de voir comment elle peut déjà s'orienter grâce à l'IA pour pouvoir avoir le meilleur soin possible. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Avant, les patients appelaient le secrétariat tout simplement pour prendre rendez-vous. Sauf que maintenant, elle est géolocalisée, elle va pouvoir choisir autour d'elle quel praticien elle souhaite trouver. Elle peut même accéder à un agenda en ligne et voir les plages de disponibles avec peut-être des plages en urgence qu'elle pourrait sélectionner. Elle va pouvoir faire son choix également de praticien et remplir même un questionnaire en ligne afin que le praticien soit déjà informé en amont des problèmes de santé et de ce qui pousse le motif de consultation pour la patiente. Ensuite, la consultation, qui se passait avant de façon très classique, où il y avait un entretien entre le praticien et son patient. Aujourd'hui, on va avoir des éléments qui vont permettre une intégration vocale. On va en parler un petit peu, puis une lecture intelligente des prescriptions aussi, dans le même temps. Ensuite, dans le cadre du plan du cursus et puis du schéma classique, on va réaliser des examens complémentaires. Le praticien pourra analyser la radio et la regarder. Aujourd'hui, Didier va vous parler de ce qui est possible de faire. On va pouvoir effectivement, grâce à l'IA, accélérer un petit peu les choses, performer les choses, détecter également des structures qui sont plus que juste regarder les dents et également faire des propositions de traitement.
On arrive enfin au praticien qui doit rédiger ses courriers une fois la consultation terminée. Donc avant, on prenait son stylo et puis il allait rédiger tout ça. Eh bien, aujourd'hui, on sait que nous avons des outils qui nous permettent de faire un bilan médical qui pourra se faire en parallèle de la consultation. Il y a également un envoi automatisé des courriers qui peut se faire directement, ou bien même planifier des rendez-vous en fonction des pathologies des patients. Donc, pour un petit peu expliquer tout ça, on va vous expliquer comment, où se situe l'IA. Il y a plusieurs classifications possibles. On va commencer par parler des grands types d'intelligence artificielle. Je te laisse la parole parce que je sais que tu es un petit peu plus pointu que moi sur ce sujet. Donc pour l'IA, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en réalité. Quand on parle d'IA, on parle de concepts qui sont relativement anciens, qui datent d'un peu après les années 50, enfin des années 50. Et c'est un énorme sac dans lequel l'objectif est de faire en sorte que l'ordinateur mime des comportements cognitifs humains. Et la première chose qu'on a fait, c'est des arbres, ce qu'on connaît nous en forme d'algorithme d'arbre diagnostique, c'est-à-dire l'IA, c'est si j'ai ça, alors je fais ça, et sinon je fais ça. On va en reparler tout à l'heure dans le texte, mais c'est la première partie de l'IA. Et puis est arrivé des moyens plus complexes dans l'informatique, c'est ce qu'on a appelé le machine learning, c'est-à-dire qu'on apprend à la machine comment elle doit agir, comment elle doit réagir. Tout ça pour avoir des comportements en fonction de ce qui se passe et de ce qu'on donne à la machine. Et puis on est arrivé un cran au-dessus, ça s'appelle le deep learning, et c'est le deep learning en fait qui a fait exploser le vocabulaire IA, parce qu'on a appris à la machine à apprendre toute seule, c'est-à-dire qu'on lui donne les éléments qu'on veut qu'elle apprenne, qu'on veut qu'elle reconnaisse, et quand la machine a, pour exemple, des radios et qu'on lui a dit ce qu'elle doit reconnaître, elle trouve toute seule les éléments de l'image qui lui permettent de les reconnaître. C'est donc le deep learning, ce que vous appelez le plus communément l'IA. Mais l'IA, c'est beaucoup plus vaste que ce que vous pensiez. Et en fait, on en a depuis longtemps. Méfiez-vous, hein, quand on vous parle d'IA, la plupart du temps, c'est le premier cercle. C'est très vendeur actuellement. Pour autant, il n'y a pas beaucoup de deep learning dedans, parce que le deep learning est plus lourd à mettre en place. Et puis aujourd'hui, ce qui a fait complètement exploser l'actualité, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. Et l'IA générative, on l'a aussi bien dans l'image, la vidéo, que le texte. Et le truc fabuleux, ça a été ChatGPT, ça a été cette révolution dans laquelle on donne un texte à un ordinateur qui vous répond, et vous parlez littéralement à un ordinateur qui a suffisamment appris de choses pour pouvoir vous répondre. Et enfin, l'idéal aujourd'hui, c'est de combiner tout ça, et on a donc des solutions qui sont hybrides. Et quand ChatGPT vous répond à une question, pour prendre cet exemple, et qu'il fait des choses qu'il ne devrait pas, vous avez des systèmes de contrôle qui, eux, sont des IA plus basses, qui vont l'empêcher de partir dans ses délires les plus fous. Alors, l'IA, ça transforme notre exercice, c'est certain, et je vous propose, avec Jean-David, de voir comment, pour la partie texte, on arrive à faire avancer les choses, et on va repartir de notre patient et de son parcours. Merci Didier, effectivement. Donc, la question que vous pourriez vous poser maintenant, c'est est-ce que je vais adopter l'IA ou je ne vais pas adopter l'IA ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas avoir le choix, vraiment. L'IA est tout autour de nous, vous le savez, et on va vous montrer que déjà vos patients gèrent l'IA et vous avez aussi, vous, à faire face à cette IA. Alors, les étapes du parcours patient, voilà, la petite photo qui est en haut à droite, c'est ce qui se passait avant. On décrochait son téléphone, comme on l'a dit, on prenait rendez-vous. Aujourd'hui, sachez qu'il y a à peu près 70% de vos patients, en moyenne, qui vont regarder les avis sur Internet pour faire le choix du praticien. Les réseaux sociaux, il y a du référencement aussi, c'est ce qu'on appelle le SEO ou bien le SERP, ce sont des référencements qui se font où vous pouvez monter ou descendre dans les classements en recherche mots-clés.
Et effectivement, ces avis Google, on les connaît, on en a peur parfois parce qu'effectivement, ça peut être très, très négatif pour nous si on n'a pas un très très bon avis, pour vous dire l'importance que ça a dans notre quotidien. Les étapes du parcours patient, ça passe aussi par le rendez-vous en ligne. Alors le rendez-vous, pareil, la petite photo en haut à droite, ça c'est fini. On le voit un petit peu moins maintenant, la secrétaire qui prend ses rendez-vous directement. Maintenant, on a accès à des agendas en ligne, donc on peut connaître les plages horaires disponibles. On sait que ça a été un petit développé en partie avec Doctolib. Et vous voyez, l'histogramme est assez intéressant. Parce qu'on pose la question, avez-vous recours à Internet pour la prise de rendez-vous ? Et vous voyez que la réponse est jamais à 79%. C'est un petit peu normal parce que cet histogramme a été réalisé pour un peu plus de 1000 personnes au mois de février 2015. Donc vous voyez, ce qui vous semble complètement aberrant n'a qu'une dizaine d'années. Et effectivement, il y a 10 ans, personne ne prenait rendez-vous en ligne. Ça vous montre un petit peu l'évolution de ce fait. Le but maintenant de l'IA, ça va être d'aider à fluidifier ce parcours patient. Pourquoi il y a ces images-là ? C'est mon quotidien, c'est peut-être le vôtre aussi. Le patient appelle, il dit qu'il va avoir 5 minutes de retard. On ne refuse pas un patient pour 5 minutes. Donc il arrive avec 15 minutes de retard. Une fois qu'il est là, on lui donne son questionnaire médical, il va le remplir dans la salle d'attente. Qu'est-ce qui se passe après ? Mon assistante, vos assistants vont aller voir parce qu'il l'a écrit, il ne l'a pas très très bien écrit, donc on va le reprendre. Ensuite, on va me transmettre ce document. Ce document, ensuite, je vais le lire, je vais le décrypter avec le patient. Ensuite, on va le scanner, on va modifier des choses, le scanner, et puis le stocker. On va crouler un petit peu rapidement sous la paperasse. Donc si on avait quelque chose qui permettait de nous éviter un petit peu de tout ça, de nous faciliter la tâche, ce serait quand même très 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 pratique. Ce qu'on va faire à présent, je vais vous expliquer, parce que ça va nous servir pour la suite, quelques notions d'IA. Vous avez entendu parler sûrement d'algorithme. L'algorithme, c'est une suite d'instructions définies. Une machine à café, on peut dire que ça fait un algorithme. Là, ici, vous avez une recette de pâte à crêpes à gauche. Et puis, vous avez aussi un algorithme qui était à l'époque du Covid pour la prise en charge des patients. Alors vous voyez, pour l'algorithme pâte à crêpes, voilà, est-ce qu'il y a des œufs ? Si oui, on passe à l'étape d'après. Sinon, pas de crêpes. C'est des schémas qui sont assez rigides, c'est scripté et il n'y a pas d'échappatoire possible. Tout est très, très strict. C'est ce qu'on appelle les if, les then et les else. C'est-à-dire si on a une condition, alors on a l'étape d'après qui se passe, et si jamais cette étape n'est pas applicable, alors on va vers quelque chose d'autre. Donc là, est-ce qu'il y a du lait ? Oui, on peut continuer. Il y a de la farine ? Oui, non, on ne fait pas de crêpes. Oui, est-ce qu'il y a du sucre ? Alors là, on a une alternative. Si c'est non, c'est pas grave, on peut quand même faire des crêpes, mais pas mettre de sucre. Et puis si c'est oui, on peut voir si on peut rajouter d'autres ingrédients. Donc voilà un exemple d'algorithme. Un autre exemple qui là n'est plus, donc là on était à l'extérieur du cercle que vous a montré Didier tout à l'heure, où on était dans l'IA la plus traditionnelle et la plus ancienne, qui était les arbres décisionnels. Ici on peut parler de l'IA générative. L'IA générative, ce qu'expliquait tout à l'heure Didier, c'est que c'est une IA qui permet d'aller créer elle-même de façon autonome du texte, des vidéos, de la musique, des images. Vous connaissez bien sûr ChatGPT. Le G de GPT veut dire générative. Vous connaissez DeepSeek, l'IA chinoise. Il y en a d'autres. Il y a Gemini, l'IA de Google, Midjourney pour tout ce qui est images. Et vous voyez l'importance qu'on porte à cette IA, puisque vous voyez que l'IA générative intéresse les dirigeants à 77%, donc bien au-delà de la robotique, de la 5G, de la blockchain, du métaverse ou encore de la nanotechnologie. Donc vous voyez, ça vous montre vraiment l'IA et son importance aujourd'hui. Il y a un petit truc qu'on peut rajouter, c'est que les IA génératives, elles ne donnent jamais la même réponse. C'est-à-dire que vous posez une même question, si vous lisez le texte qui suit, vous n'aurez jamais la même réponse. Et c'est une des particularités de la génération liée à l'IA, alors que dans les IA scriptées, vous avez toujours la même réponse.
C'est intéressant quand on veut faire varier le texte pour le rendre plus humain. Par contre, ça a des limites quand on veut faire de la médecine, et c'est un des sujets majeurs de l'IA générative dans le texte ou dans le parler. Et vous allez voir qu'il existe, on va en parler après, justement, on peut jouer sur ces différents types d'IA. Didier vous en a parlé avec l'IA hybride tout à l'heure. On parlait de la consultation et on vous disait tout à l'heure qu'on pouvait effectivement avoir des aides à la consultation. Donc vous avez ici l'exemple de Nabla qui a réalisé un logiciel, avec de l'IA générative qui permet tout au long de la consultation de prendre d'un point de vue vocal toutes les informations liées à l'échange que vous pourriez avoir avec votre patient et de les traduire dans un compte-rendu détaillé, ordonné et précis. Donc ça fait gagner du temps et puis ça permet de s'intéresser plus facilement aux patients. Doctolib également a développé ce genre d'outils. La proposition thérapeutique, donc, c'est l'étape suivante du parcours patient. Donc, pour vous rappeler, on part bien d'un interrogatoire, on fait bien un questionnaire médico-chirurgical, l'anamnèse médicale, l'anamnèse chirurgicale, on fait un examen clinique complet, tous les examens complémentaires dont on a besoin. Tout ça va nous amener à des propositions diagnostiques, puis des diagnostics différentiels, un diagnostic positif pour aller vers une ou des propositions thérapeutiques. Vous imaginez bien que si l'IA influe un de ces paramètres-là, on va forcément avoir une influence de l'IA sur la proposition thérapeutique. Donc, elle va forcément aider, sûrement affiner la proposition thérapeutique. En ce qui concerne l'acte en lui-même, alors je ne sais pas si vous connaissez Yomi, qui est on en parle ici parce que voilà, c'est un Bonjour, vous m'entendez ? C'est très bien. C'est un Apparemment, robot le avec micro sur le conférencier est coupé. Oui, c'est vrai. Un robot avec un bras. Alors c'est très rigolo là, on comme, vous entend comme maintenant. technologie. C'est mon. Ah non, vous êtes en ligne aussi ? Oui. Non, moi ça va, ça marche. Ah oui, alors on s'entend. C'est un robot mais avec là-bas, ils nous entendent un pas, bras. Alors apparemment. ça marche comment? En fait, on met des capteurs sur le patient, et puis le robot lui a une caméra avec des petites cibles, et puis il va pouvoir, donc on fait un scan, une modélisation en amont bien sûr avec une planification, et ça permet à ce robot de venir reconnaître les marqueurs et donc de suivre le patient. C'est très impressionnant parce que quand le patient décale la tête, le bras du robot suit exactement puisqu'il a en cible ses récepteurs. Et il y a deux types de robots. Il y a un robot qui a fait un petit peu le buzz ou qui lui travaillait tout seul. On n'est pas encore sûr de l'intérêt de ça, mais il y a surtout le robot qui fait une aide aux praticiens où il y a ce qu'on appelle des retours haptiques, un petit peu comme quand vous êtes en voiture et puis que vous débordez sur la ligne blanche et que le volant vous ramène gentiment dans la route. Ben là, le robot va vous aider à axer votre chirurgie, notamment sur de la pose d'implants, etc. Donc c'est très impressionnant parce qu'il suffit d'une petite tape sur le robot pour le désactiver, et si on pousse le bras du robot, comme il y a plusieurs articulations, ça permet que l'extrémité que vous tenez dans les mains ne bouge pas, même si quelqu'un tombe à côté de vous et fait pousser le bras dans tous les sens, donc c'est assez rigolo. 18 millions de dollars ils ont levé la société Neosys pour ça. Voilà, ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle les mouvements optocinétiques. Vous savez, c'est dans les oiseaux. Certains rapaces, quand on bouge le corps, la tête reste immobile. Ils se sont un peu inspirés de ça. Cette étape-là de la facturation, je vais laisser la parole à Didier parce qu'il a beaucoup de choses à dire, un petit peu plus que moi, sur l'IA et comment les tiers payeurs se dotent de certains moyens pour ça, pour saisir toutes les... Alors, de toute manière, il n'y a pas de secret. S'il y a de l'argent quelque part, et chez le payeur il y a de l'argent, il y a de la tech. Et on le voit très bien, c'est Bercy, le ministère le mieux équipé pour la tech. C'est aussi la Sécu. La Sécu, c'est un truc assez étonnant. Je vais vous en montrer un exemple juste après, mais l'objectif du payeur, c'est de payer plus vite en ayant moins de personnel, donc d'automatiser les tâches. Et en santé, ça veut dire être capable de lire, de comprendre ce qu'il y a dans la facturation. Mais à l'hôpital, ça peut être aussi tout simplement d'optimiser la facturation, par exemple. Quand le patient rentre, il décrit ses antécédents, on les note dans
dans le dossier patient, et l'IA va chercher tous les éléments qui permettent d'optimiser le séjour du patient pour le facturer à la Sécu. De l'autre côté, le payeur, lui, il cherche à éviter la fraude. Et la fraude, c'est 13 milliards pour tout ce qui est activité sociale en France. Et le dentaire, c'est 10% quand même, à peu près, 8 à 10%. Donc c'est des vrais sujets et il faut surtout s'attendre à ce que le contrôle par tous les systèmes automatisés soit de plus en plus performant. Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez tous, surtout en activité libérale, on avait tous le SNIR. Le SNIR, alors ça j'ai pris sur Internet, donc ça ne colle pas avec nos activités, mais le SNIR, vous aviez des étoiles selon que vous dépassiez ou pas la moyenne, par patient, en volume, enfin peu importe. Alors c'est intéressant parce que quand vous avez 300 patients traités dans une même journée, bon, ça tiltait à la Sécu, ils disaient tiens, lui il doit frauder beaucoup, et donc ils y allaient. Mais maintenant ils font un truc beaucoup plus sioux, ils sont capables d'analyser chaque dossier. Je vais vous en donner un exemple que j'ai reçu au mois de décembre, le 30 décembre pour être précis. Voilà ce que j'ai reçu sur un de mes mails. À notre connaissance, aucun acte médical ou passage en pharmacie n'a été effectué pour cet arrêt de travail. Ce qui veut dire que pour un arrêt de travail, ils sont capables de recouper les différents éléments pour vérifier si le patient n'aurait pas fait un faux. Bon, il se trouve que c'était une copine que je lui ai donné les médicaments et que ça a été très vite. Mais voilà, c'est intéressant de voir comment la Sécu est déjà en fait en train d'optimiser ses contrôles, l'air de rien. Alors on va passer à autre chose, c'est quand même plus intéressant. Ouais, l'anecdote était sympa. Pour finir, la dernière étape, c'est donc le retour à domicile. Je vous ai affiché ici des chiffres, pas besoin de les voir en détail, on va en parler juste après. Ce sont des indices qu'on a dans les cliniques pour les indices de satisfaction patient, qualité. Et on peut remarquer, c'est peut-être pas très lisible, mais la dernière barre en bas concerne le suivi post-opératoire et le retour, et c'est celui qui a la plus mauvaise note. Pour mesurer la qualité des soins, on utilise donc ce qu'on appelle les PROMS, qui sont le résultat perçu par le patient, les PREMS aussi qui relèvent de l'expérience de son passage, et grâce à ça, on arrive à mesurer la satisfaction. On a mis bientôt dans nos cabinets parce que l'intérêt, c'est vraiment de satisfaire aux patients. Il faut tout faire pour, sachant que nous avons des petites cliniques, nous, quand on fait l'anesthésie, la radio, la chirurgie, il nous faut cette satisfaction, et on a aussi le devoir d'accompagner le patient, même après, une fois qu'il est sorti de notre structure de santé. On a remis les 2 petits réseaux sociaux pour montrer que ça relie un petit peu ce qu'on avait mis en début de nos slides, c'est-à-dire les réseaux sociaux, parce que voilà, les étoiles que vous allez gagner ou la visibilité que vous allez avoir sur Internet aussi dépend de ça, puisque l'expérience patient est très très importante. Alors, que faut-il faire pour essayer d'avoir ce qu'il faut et faire du suivi patient? C'est sur quoi moi je me suis attelé. C'est pourquoi le suivi pose problème. 80% des contentieux sont liés à une perte de communication praticien-patient. On a essayé de faire du 100% humain, c'est pas facile, ça coûte très cher de mettre une personne dédiée au post-opératoire. Le 100% SMS, on l'a testé, c'est une catastrophe. Recevoir un SMS le lendemain en disant j'espère que tout va bien, si ça va pas, appeler le cabinet, bon, pas tellement d'intérêt. Bien comprendre que suivre un patient, c'est pas juste envoyer un SMS le lendemain, c'est essayer d'avoir un suivi jusqu'à la rémission complète. Donc on va essayer de fluidifier son activité. Quand on dit gagnons du temps, c'est vraiment bien précisé que c'est une expression qui est horrible. Bien sûr, on ne va pas gagner du temps, on va gagner du temps en fait administratif. C'est le but de l'IA, c'est de nous faire, si c'est possible en tout cas. Est-ce que le conférencier peut remettre son micro? On n'entend pas le conférencier, s'il vous plaît. Mon micro, vous m'entendez? Non? Vous m'entendez mieux? Très bien. Je continue, désolé pour ceux qui sont à distance. Donc il faut gagner du temps, c'est très important, c'est du temps administratif qu'il faut gagner, bien sûr, puisque notre temps, il est malheureusement incompressible, et ce qu'il faut, c'est dégager du temps médical et laisser le temps administratif être géré au mieux et au plus court. Quelle solution on va avoir pour gérer ça? Bien sûr,
On pense aux emails. Le problème de l'email, c'est qu'il y a des délais entre la demande du patient et puis nos réponses. Le téléphone, bien sûr, c'est les heures ouvrables, donc c'est difficile de répondre à 2 heures du matin ou un samedi ou un dimanche quand on n'est pas au cabinet. Et il y a aussi la solution d'installer des applications. Plusieurs ont essayé. Le problème, c'est qu'il y a un effet d'adoption. C'est très compliqué de faire installer une application à un patient pour ce genre de choses. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était créer un nouveau système conversationnel avec un canal de discussion qui sera ouvert. Bien sûr, la messagerie est quelque chose de très, très, très pratique. Et comme vous l'avez vu sur la petite photo, c'est le chatbot vers quoi on s'est orienté. Alors, comment marche un chatbot ? Le chatbot a plusieurs parties. On va faire un tout petit peu de technique pour que vous compreniez. En fait, on envoie une instruction, on envoie une question au chatbot. Donc l'utilisateur envoie une question, puis ensuite c'est pris en charge par un moteur. Alors c'est ce qu'on appelle un NLU, qui est du Natural Language Understanding. Et puis ensuite il va être processing. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a du langage humain qui est transformé en langage machine pour que le robot puisse le comprendre, puis ensuite il va exercer une action en fonction de ce qu'on aura programmé en amont. Comment ça se passe ? Ça se passe par ce qu'on appelle la tokenisation, c'est-à-dire qu'on va découper la phrase, le robot va découper la phrase et il va relever ce qu'on appelle des tokens, c'est-à-dire dans la phrase, il va repérer certains éléments et ces éléments en fait vont pouvoir aller pour lui chercher une intention. C'est-à-dire, par exemple, dans la phrase « je souffre de mes dents », il va découper tout en mot par mot et il va retrouver que le mot « souffrir », « souffre », c'est rattaché à une intention qu'on aura programmée via un arbre décisionnel qui est lié à la douleur. Et de là, le robot va comprendre que c'est de la douleur et il va pouvoir redonner les consignes suite à ça. Bien sûr, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Et notamment car il existe des modèles hybrides. Donc sur ces modèles hybrides, on en a parlé déjà tout à l'heure, Didier vous en a parlé également, on a 2 parties dans ce chatbot avec l'hybride. Donc on va prendre le bon côté de l'arbre décisionnel qui va nous permettre d'appliquer des choses bien strictes auxquelles l'IA ne va pas avoir la possibilité d'aller lancer des choses qu'il ira chercher je ne sais pas où sur Internet. Et en même temps, on pourra mettre une couche d'IA générative pour, comme l'a rappelé Didier tout à l'heure, pour changer le phrasé, pour changer les réponses, pour ne pas avoir un système redondant qui répète toujours la même chose. Une fois que vous avez fini de poser la question, merci, c'était un plaisir, dites-moi si vous avez une autre question, et à chaque fois, merci, c'était un plaisir, dites-moi si vous avez une autre question. Voilà, l'IA générative peut être cloisonnée de façon à reformuler des phrases, mais sans rentrer dans du contexte médical, bien sûr. Pour arriver, ce chatbot, il est relié forcément à un logiciel métier ou à un autre élément pour pouvoir communiquer aussi aux praticiens. Et en fait, ça, c'est la magie du cloud. Alors pourquoi le cloud ? Ça permet à tout le monde d'avoir les informations au même moment. Le patient pourra interroger de son portable. De là, il pourra contacter un serveur hébergé en France avec le RGPD. C'est des règles qu'on a, on pourra en parler après avec des questions, c'est sur ce qu'on appelle des serveurs HDS de données de santé. Si vous avez besoin de parler de ça, on le développera. Et puis on peut avoir un suivi en temps réel avec des alertes, le praticien qui lui est chez lui, on peut avoir accès à des données qui sont au cabinet en passant par un serveur et le patient lui peut être informé aussi en temps réel. Il n'y a pas d'application à installer, ça se fait directement par des fenêtres sécurisées. Je vais vous parler du questionnaire médical, on l'a vu tout à l'heure quand on croulait sous le papier. Le questionnaire médical conversationnel, là on est de l'IA de premier grade, on va dire, c'est juste une aide avec des arbres décisionnels. L'avantage du robot, c'est que la fiche médicale, elle se personnalise dans ce système-là. Donc le patient reçoit un petit SMS, il va aller sur l'espace de chat personnalisé, sécurisé, et là il va pouvoir répondre. Pourquoi c'est personnalisé ?
Si par exemple c'est un jeune de 18 ans en bonne santé et qui dit non, j'ai pas de problème cardiaque, bon, on va pas lui demander s'il a eu des stents, s'il a des problèmes cardiaques, s'il a déjà fait des infarctus ou d'autres choses qui concernent le cœur. Si jamais c'est une femme, on va pas demander si elle a des problèmes de prostate. Si c'est un homme, on va pas demander si il est enceinte. On va pouvoir un petit peu aller directement à l'essentiel. Ça fait des questionnaires qui sont assez pertinents. On va pouvoir s'attacher sur les points clés qui seront notés en rouge. Et on a tout de suite ça qui arrive directement chez le praticien au moment de la prise de rendez-vous. Et ensuite, il ne suffit plus que de récupérer le fichier PDF. Là, vous avez un exemple de conversation sur le téléphone. Alors, est-ce qu'il y a une utilité un petit peu à tout ça? Est-ce que ça permet de faire avancer les choses? Là, vous pouvez le voir, ce sont des captures d'écran. Vous pouvez voir qu'il y a à peu près plus de 20 000 messages échangés en 6 mois, 95 heures d'échange de communication que le robot va faire avec vos patients. Je vous rappelle que c'est souvent pour du post-opératoire, du rappel de consignes, des choses comme ça qu'on dit beaucoup. Le robot, lui, ne se fatigue jamais de répéter souvent la même chose. Les patients ont beaucoup de documents, ils ne savent plus tellement après ce qu'ils doivent faire après une intervention. C'est peut-être pas leur priorité au moment de l'intervention. Ils espèrent juste ne pas avoir trop mal et avoir les papiers pour le remboursement et que tout se passe bien. Et vous voyez qu'on utilise aussi le terme d'escalade. Je voulais vous en parler. C'est un terme aussi que vous verrez assez souvent. C'est en fait le robot décroche un petit peu quand on lui demande de le faire. C'est-à-dire que en fait, il y a 3 cas d'escalade, c'est-à-dire quand le praticien reprend la main sur le robot. Si le robot ne comprend pas 2 fois de suite, par exemple, la même phrase, on peut décider qu'on envoie une alerte au praticien et ainsi on récupère l'information, nous, et on règle le problème. Ça peut être aussi quand ça a été décidé en amont sur l'arbre décisionnel, on se dit « Ah, tiens, dans ce cas-là, si le patient a fait une cellulite ou un accident qu'on a déjà, nous, itéré en amont en étant « Attention, ça, le robot, il ne gère pas, c'est le praticien qui doit gérer ça. » Donc, c'est très sécurisé. Le dernier cas, c'est quand il y a une demande, on va dire claire, du patient qui est l'utilisateur, qui dit non, je veux parler à mon chirurgien, à mon chirurgien dentiste, le robot va tout de suite passer la consigne. Donc on arrive avec ce type d'IA à corréler vraiment les choses. Quand je vous disais qu'il y avait des intentions, je vous ai parlé de la douleur, mais il y a aussi ce qu'on appelle des variables qui vont varier dans le temps. Bien sûr, quelqu'un qui a mal à J+2, alors que on va dire que ça peut être une explication, mais quelqu'un qui n'avait absolument pas mal pendant 15 jours et qui tout d'un coup a mal, là, à ce moment-là, c'est un petit peu différent. Donc la temporalité joue aussi. Ça, je vous ai pris un petit exemple, cette patiente qui demande si elle peut faire du sport, la reprise de sport au robot 24 heures après son intervention, le robot lui dit que c'est pas raisonnable et elle repose la même question une semaine après et le robot lui dit vous pouvez reprendre mais en faisant attention, en allant doucement. Je vais finir ma présentation sur un petit peu ce qu'on essaye de mettre en place pour que vous compreniez bien, c'est les étapes avec la communication patient. On fait connaissance dans un premier temps pour fluidifier, organiser, gagner du temps. C'est grâce au questionnaire médical numérique conversationnel. C'est quelque chose qui va permettre de mieux connaître le patient dès le début et de le familiariser avec cet outil. Ensuite, on a le post-opératoire où le patient va être encore avec le robot en train de faire de la conversation et qui va l'aider pour sa rémission. Et une fois qu'on a ça, ça nous permet, il y a une relation un petit peu de confiance qui se fait entre le robot et le patient, et ça nous permet d'aller collecter, d'aller chercher des indicateurs de qualité et de voir ce qui ne va pas. Le robot peut très bien poser des questions sur comment s'est passé l'accueil, qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe médicale, est-ce que le temps d'attente n'a pas été trop long. Et grâce à ça, on va pouvoir fidéliser les patients, on va pouvoir améliorer notre prise en charge et puis accompagner le patient jusqu'au bout. Je vais passer la parole à Didier qui va vous parler de l'imagerie comme il faut. Bon, allez. Alors, en 2 mots, je vais aborder le sujet en 3 parties. Je vais commencer par comment ça marche. Ensuite, on va essayer de voir un peu quelles sont les applications possibles de l'IA en imagerie. Et puis, voir un peu quels sont les apports qu'on peut attendre. Alors, on va commencer tout de suite par la radiologie. Et pourquoi la radiologie? C'est assez simple.
La radiologie, c'est de l'image. Et l'image, vous voyez sur des pixels comme ça, vous voyez que c'est un 5. Mais la machine, elle ne voit pas ça. Elle, ce qu'elle voit, c'est un tableau de chiffres. Et une machine qui est faite pour calculer, et c'est le cas d'un ordinateur, quand elle voit un tableau de chiffres, eh bien, on peut lui faire des instructions complexes, on peut la faire travailler dessus, et c'est parce que l'image, ce sont des chiffres, qu'on arrive à obtenir des résultats qui sont étonnants. Le deep learning, on a eu les premiers résultats il y a longtemps maintenant, il y a une dizaine d'années, et je vais essayer de vous expliquer en quelques mots quelles sont les différences, quels sont les différents types de réseaux de neurones qu'on utilise pour faire de l'IA en imagerie. Le premier, il est tout simple. Le premier, c'est ce qu'on appelle la classification. La classification, vous prenez une image, vous la passez dans le réseau de neurones, et le réseau de neurones vous dit, bah ça, c'est un implant. Voilà, il vous donne le taux de confiance qu'il a, et il vous dit pas où il est, il vous dit pas, il vous dit rien d'autre, il vous dit, bah sur cette image, il y a un implant. Et il l'a repéré. Et là, j'ai centré sur l'implant, mais on pourrait avoir une image avec plus d'éléments dessus. S'il y a un implant, il vous dira, il y a un implant. Et il vous dira son taux de certitude, le taux de confiance, ça s'appelle pour être précis. Ça, c'est les premiers réseaux, et puis assez rapidement sont apparus, alors là on parle de 2015, on est donc il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on a eu une deuxième étape dans laquelle on a dit, ben voilà, tous les pixels qui sont avec un masque en orange, là, tous ces pixels-là, ce sont des pixels qui appartiennent à des implants. Alors ça, sur un implant, sur une radio dentaire, c'est facile à entendre, mais là où ça devient intéressant, c'est que ça vous permet, quand vous voulez faire de l'automobile, de dire ça c'est la route, ça c'est un arbre, ça c'est autre chose. Et au même titre qu'on fait ça c'est un implant, on fait ça c'est une lésion d'origine endodontique, c'est une lipoée. Alors ça c'est très basique, hein, je vous l'ai dit, ça date d'il y a 15 ans maintenant, plus de 15 ans. Et puis est arrivé derrière, en 2017 à peu près, un nouveau type de réseau qu'on a appelé les réseaux de détection. Ces réseaux, ils trouvent dans l'image l'objet, ils identifient les objets qui sont contenus dans l'image. En l'occurrence, là, c'est un réseau qui a été entraîné pour des dents. Et sur le réseau entraîné pour détecter les dents et pour les numéroter, eh bien, il va déterminer les endroits où il y a des dents et il va extraire cet endroit et il va vous donner le numéro de la dent. Le problème et l'écueil qu'ont ces réseaux-là, c'est que si vous regardez attentivement l'image, vous verrez que, par exemple, il y a 2,37, ou alors qu'il a raté d'autres images. Et ça, pour nous humains, ça a l'air complètement bête. Numéroter des dents, si en plus elles ne sont pas traitées, ça devrait être facile. Et en réalité, pour la machine, c'est une opération d'une complexité fulgurante. Et quand on a monté notre société, pendant 1 an et demi, on a travaillé sur ce sujet-là. On est 5 ans après, alors maintenant ça nous paraît facile, mais au départ, c'était un véritable écueil. Et puis sont apparus des réseaux un peu plus sophistiqués qui étaient capables à la fois de vous dire ces pixels, c'est de l'implant, mais ça appartient à un implant ou à un autre ou à un autre. Ça s'appelle de la segmentation d'instance. Ça fait appel à la fois à de la détection, on l'a vu tout à l'heure, et à la fois à la capacité de réaliser un masque par-dessus. Alors sur 3 implants, ça a l'air bête, mais quand on commence à vouloir numéroter des dents en pédiatrie, ça prend tout son sens. L'autre intérêt, c'est que c'est capable de vous identifier dans une seule image énormément d'objets. Et là, on n'a identifié que les dents. On pourrait avoir beaucoup plus d'éléments si on rajoutait des traitements, si on rajoutait l'analyse des sinus, des ATM et de ces choses-là. Et ça, on le fait volontiers aujourd'hui avec des réseaux qui sont capables de gérer tout ça, qui sont des réseaux extrêmement lourds, qu'on appelle les réseaux panoptiques, et qui permettent d'analyser l'image avec tout ce qu'elle contient. On l'a vu en 2D, mais en 3D, c'est la même chose. On ajoute juste une dimension, donc une complexité mathématique. Et cette complexité mathématique fait que le traitement devient lourd à faire. Et alors, en 3D, je vous ai mis cet exemple d'une publication qui explique comment on numérote les dents en 3D. Alors, il y a une méthode, mais il y en a d'autres. On prend le CBCT, on va isoler les éléments anatomiques sur ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un pixel, on a un voxel. Le voxel, qui est donc l'unité volumique, va être identifié comme étant de la dent.
de l'os maxillaire, de l'os mandibulaire, du sinus, enfin bon, ce que vous voulez, ce que vous avez appris, ce que vous avez donné à apprendre à la machine. Et puis de là, vous allez extraire les dents, le passer dans un autre type de réseau, et c'est l'autre type de réseau qui va être capable d'identifier de quelles dents on parle. De la même manière, c'est un autre réseau qui va vous faire le nerf. Et c'est ce qui permet d'avoir une qualité de résultat importante. Alors, je vous l'ai dit, l'imagerie, c'est un truc qui n'est pas nouveau. L'utilisation de l'IA dans l'imagerie, c'est pas nouveau. Et l'exemple le plus connu et le plus vieux, c'est la mammographie. On va en reparler dans 2 minutes. C'est aussi la détection de fractures pour les urgences. Alors on se dit une fracture quand même, c'est évident, c'est sûr. La grosse fracture, oui, elle est évidente. La petite du bassin, elle l'est beaucoup moins et on risque de passer à côté. Par contre, ce qui est très sympa pour le radiologue qui arrive le matin tout frais après que son collègue de garde soit sorti, c'est qu'il a une pile de radios à analyser qui sont les radios de la nuit. Et là, l'IA va lui mettre en haut de la pile toutes les radios pour lesquelles il y a un doute. Ce qui permet de ne pas passer à côté, ou en tout cas de réagir plus vite que ce qu'on faisait avant, puisque parfois le radiologue finissait sa journée avec les dernières radios de la nuit, et là, il fallait rappeler le patient 24 heures après, ça faisait des ordres. En 2019-2020, je crois, Google a sorti un algo qui était meilleur que 2 experts, donc 2 radiologues, pour détecter les métastases ou les cancers primitifs du poumon. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est la première fois qu'on prend 2 experts et qu'on dit l'IA fait mieux. Et c'est ce qui a commencé à faire peur. Alors, on va revenir 2 secondes sur la mammographie parce que, bien sûr, le tournant, il est pris pour vous, mesdames, qui allez faire une mammographie. Vous aurez une lecture par de l'IA, c'est systématique. En France, on a 2 praticiens, 2 radiologues qui lisent la radio en plus de l'IA. Mais en novembre dernier, il y a une très belle méta-analyse qui est sortie dans le Lancet qui portait sur comment sont pris en charge les patients dans les différents protocoles qui étaient publiés dans la littérature, avec leur taux de succès, leur taux d'échec aussi. Et le but de cette étude, c'était de montrer est-ce que l'IA va aider ou pas réellement à améliorer la détection et tout ça. Et ce qu'on a montré, c'est que l'IA, elle est performante, elle détecte les cancers dans 98% des cas. Elle est aussi capable de détecter, et c'est l'objet de l'image qui est à côté, les cancers qui ont été ratés à la première lecture. C'est-à-dire que le radiologue dit oula, là c'est un cancer. Et puis, en fait, on prend la mammographie précédente, et là, l'IA vous dit tiens, là, il y a un truc douteux. Et ça, c'est extrêmement nouveau, parce qu'avant, on avait du mal à le montrer, mais les échantillons de données qu'on a pour tester ces IA sont nombreux. Et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, selon les protocoles, un lecteur, plus de l'IA, 2 opérateurs, plus de l'IA, bref, selon la manière dont on se sert de l'IA, eh bien, le taux de détection augmenté par l'IA varie de 5 à 20%. C'est colossal. Dans tous les cas, ça sert à toutes les patientes. Donc, ce qu'il faut retenir de cette méta-analyse, c'est que la manière dont on s'en sert change les résultats. Alors, je sais que certains d'entre vous voulaient savoir à quoi on pouvait s'attendre avec l'IA et qu'est-ce qu'on peut en faire. Une des utilisations les plus fréquentes de l'IA aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la segmentation, parce que ça permet de montrer au patient des images qu'il comprend. C'est-à-dire que quand on montre ça à un patient et qu'on lui dit voyez là, la dent rouge, c'est votre dent de sagesse, ok, c'est bon, et la dent rouge en bas dans la mâchoire du bas, elle est au contact du nerf. Voilà, ça y est, c'est fait, il n'y a pas besoin de s'étendre, c'est fini, il a compris. Après, on lui décrit l'anesthésie labiomentonnière et c'est fait. Alors, on l'a dans la 2D, on l'a dans la 3D. C'est juste des algos un peu différents, mais l'idée, c'est ça. En imagerie, dans le dentaire, le premier pas qui a été fait, c'est en orthodontie. En orthodontie, on a préplacé les points de céphalométrie avec des algorithmes d'IA. Et ça, c'est assez vieux puisque ça date de 2016. Je crois que le brevet qui a été déposé date entre 2014 et 2016. Donc, c'est des choses simples en termes d'IA, mais c'est des choses qui sont sont des choses simples, mais qui permettent d'économiser énormément de temps, puisque ces placements sont extrêmement précis.
Il y a l'aide au compte-rendu, on en parlera tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer ça sur un exemple. Et puis, il y a le placement des implants dentaires automatisés. Je crois que c'était une question qui m'a été posée avant. On peut, sur une zone d'édentation, demander aux algorithmes de préplacer l'implant, et certains de ces algorithmes ont montré qu'ils étaient aussi performants que l'humain pour bien placer, en fonction du projet prothétique, les implants, et bien sûr en fonction du nerf, de l'os et des éléments qu'on a. Une dernière chose, pour la 3D, c'est plutôt pour les endodontistes, pour bien visualiser tous les canaux. Et là encore, ce qu'on a montré, c'est que l'IA était capable de donner des résultats assez similaires à ceux d'un opérateur entraîné qui va identifier les canaux. Et vous avez à gauche le résultat de l'IA et à droite la superposition entre ce que fait l'opérateur et ce que fait l'IA. Et vous voyez que les différences sont quand même, somme toute, très faibles. Alors ça, c'est automatiser des tâches répétitives. D'ailleurs, quand on parle d'individualiser les canaux, je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne le fait, même s'il a l'outil sur sa 3D. Tout simplement, c'est tellement chronophage que l'idée ne vous vient même pas. Par contre, avec de l'IA, ça prend de l'ordre d'1 minute et c'est réglé. Et puis il y a le deuxième avis diagnostique. Alors on va y venir très vite, mais c'est important parce que je pense que c'est ce qu'on sous-estime le plus. Et c'est pourtant là où l'IA a un véritable apport, et on l'a déjà vu avec la mammographie. Mais en dentaire, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à se dire qu'on est passé à côté d'une lésion, même si on sait tous que ça nous est arrivé déjà un jour, un soir où on était fatigué, ou avec une patiente ou un patient qui était un peu enquiquinant. Alors je vous ai mis ici sur des radiographies intrabuccales 2 ou 3 exemples de ce qui se faisait déjà et qui existe sur le marché. Ça permet par exemple de classer automatiquement vos radios en fonction du schéma dentaire, pas du schéma dentaire, des numérotations des dents. Ça vous permet aussi de détecter les caries, les problèmes endo et de faire les mesures de perte au niveau parodontal, de perte osseuse. Et ça, c'est long à faire à la main quand vous mettez tous les points, que vous faites les calculs et que vous essayez de trouver ça. Il y a un système qui n'est pas autorisé à la vente en Europe, qui, en plus de ça, va prendre en dictée vocale votre sondage au moment du sondage paro et va l'écrire en plus dans le schéma dentaire. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fini tout ça, une fois que vous avez fini de travailler, vous avez un peu de couleur pour illustrer et expliquer au patient. C'est plutôt l'image de droite. C'est plus facile de lui dire, là, en rose, c'est une carie, et voilà. Alors, je vous ferai une petite démo de ce que ça donne dans la panneau tout à l'heure, mais il y a un autre champ, un autre terrain où l'IA est extrêmement puissante, c'est l'orthodontie. Aujourd'hui, vous faites une empreinte optique, vous la laissez mouliner dans l'ordinateur, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, c'est là où ça devient très fort, c'est même pas obligé de passer sur les serveurs, et une minute et demie après, vous avez, je crois que c'est le clean check, ce qu'appelle Invisalign le clean check, mais en gros vous avez le setup qui est fait et qui vous permet de matérialiser les mouvements, l'avancée, et globalement l'intervention humaine se fait pour corriger les choix de l'IA. Il faut quand même se dire que globalement, assez rapidement, on ne devrait plus avoir d'intervention humaine dans quelques temps. Parce qu'à chaque fois qu'un humain intervient, il ne faut pas se leurrer, les labos récupèrent ça derrière pour améliorer les trucs. Un dernier mot dans cette espèce de panorama de l'imagerie. Je voudrais vous parler de l'imagerie, de l'IA générative et vous montrer un truc qu'on a fait en interne. On s'est dit finalement, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'entraîner nos algorithmes pour faire des nouvelles panoramiques, de sorte qu'avec ces nouvelles panoramiques, on aurait des données totalement anonymes, c'est pas un patient, c'est personne, c'est quelque chose de complètement généré, et apprendre comme ça à nos réseaux de neurones à faire les diagnostics progressivement et avoir une meilleure qualité. Et c'est particulièrement intéressant, en tout cas c'est l'abord la bord qu'on en avait, c'est particulièrement intéressant dans les pathologies rares.
Alors, on a passé les algorithmes pendant une semaine non-stop dans les machines. Ça s'est entraîné. Et en fait, si vous regardez bien, l'image n'est pas bonne. Le condyle n'est pas bon. Les racines, c'est à peu près n'importe quoi. Vous avez ici le rachis qui est vaguement dessiné. Au-delà du fait que l'image est un peu floue. Et si vous regardez, il n'y a pas deux orbites, mais c'est plutôt un cyclope. Alors, bien sûr, c'est un peu pour illustrer mon propos, mais l'idée, c'est que l'IA générative, surtout, elle va synthétiser les données caractéristiques d'une image, mais ne va pas être capable de rendre la finesse de certains détails. Et finalement, pour entraîner sur des pathologies rares, eh ben, c'est pas parfait et c'est pas des bons systèmes. Donc aujourd'hui, l'IA générative, pour ça, on n'y est pas. Par contre, là où c'est marrant, et c'est un travail d'étude qui a été fait, c'est que vous avez un STL d'une couronne vraie, et puis vous avez une couronne générée par de l'IA en 3D, qui, elle, fonctionnerait parfaitement si on voulait s'en servir. Donc on peut créer des couronnes générées par de l'IA qui vont ressembler à une molaire ou à une canine, et qui en plus vont être adaptées à la bouche du patient, puisqu'on va pouvoir régler ça après. Alors, si on veut faire un soft qui fait un compte-rendu, parce que finalement, il y a l'interprétation, la validation par le clinicien, et puis le compte-rendu, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des centaines de choses sur une image qu'il faut apprendre à reconnaître. On l'a vu tout à l'heure, il faut les dents, mais pas que. Il faut donc toute l'anatomie, le nerf, les différentes zones anatomiques. Il faut aussi apprendre un maximum de pathologies de ce qu'on peut rencontrer et les traitements. L'inlécor, la couronne ou les plaques d'ostéosynthèse. Et voyez juste sur cette petite portion de panoramique le nombre de cadres qui sont posés dessus. Ça correspond en fait à toutes les parties qui ont été apprises par notre algorithme pour arriver à faire un compte-rendu qui tienne un peu la route. Alors on va d'abord segmenter l'image, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, pour les grandes parties anatomiques, et puis on va lui apprendre à numéroter les dents, à reconnaître le nerf. Je voulais vous montrer ça, parce que ça c'est un truc sur lequel on est tombé, on ne lui a pas appris, mais c'est là où ça devient intéressant. Si vous regardez bien, la 46, c'est un double implant. Et c'est bien une 46. C'est-à-dire que l'IA a extrait de la masse des données qu'on lui avait donné à apprendre le fait que, dans ce cas-là, ça pouvait correspondre à une 46. Et le taux de confiance, en plus, qui est donné par le réseau, est assez élevé. C'est-à-dire 96% pour un double implant comme ça. Moi, j'ai regardé 2 fois avant d'être sûr. Voilà, alors ça, c'était intéressant. Et c'est des travaux de recherche qu'on a fait, nous. Et je suis assez heureux de vous les partager. Et puis on va parler de l'erreur. Parce que je crois que là où l'IA prend toute sa place en imagerie, c'est là. Enfin, c'est mon sentiment profond. C'est pas nouveau. On est humain, on se trompe tous. Ça a été écrit il y a longtemps. Hein. C'est une petite phrase d'Hippocrate. Et pourquoi est-ce qu'on se trompe ? Parce qu'on est distrait, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a autre chose, une autre pathologie sur la radio qui attire l'œil et qu'on va faire moins attention à un endroit. C'est une forme de distraction. Et parce que notre capacité d'attention est variable dans le temps et sur une même radio. Et cette variabilité inter et intra-individuelle sur une radiographie inter-alvéolaire, elle atteint 20%. Alors je vous raconte en 2 petits mots cette histoire. 20%, c'est quoi ? Vous prenez 50 radios, vous les donnez à analyser à 2-3 personnes, et sur ces 50 radios rétroalvéolaires, vous retirez 10 radios, et vous les remontrez 6 mois plus tard avec 40 autres radios pour qu'elles soient mélangées dans le panel. Eh bien, dans ce cas-là, pour les 10 radios qui ont été choisies, l'interprétation peut varier de 20%. C'est colossal. Et pourtant, les radios rétroalvéolaires, on sait les lire, c'est pas un sujet. Eh bien, malgré tout, il y a ça. Et je vous ai montré tout à l'heure la radio panoramique avec la quantité d'informations qu'on pouvait avoir sur juste même pas une demi-panoramique. Vous imaginez là la variabilité qu'on peut retrouver d'un endroit à l'autre. Alors bien sûr, on ne va pas rater les gros trucs, on va toujours les voir, on va toujours les retrouver. Quoique, vous allez voir un exemple après. Mais c'est extrêmement intéressant de l'aborder sous cet angle-là parce que, au fond,
souvent on nous dit c'est super, l'IA, ça permet de communiquer avec le patient, ça permet de lui expliquer, parce qu'on a colorié l'image, alors le patient comprend mieux, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on sécurise notre exercice, et cette sécurité qu'on a, elle est vraiment essentielle, et l'IA amène cette sécurité. Parce que quand vous faites votre compte-rendu, que l'IA a fait une deuxième lecture et que vous avez les papiers qui sont faits, que tout est bien fait dans votre dossier, vous avez sécurisé votre exercice, parce qu'en cas de procédure, vous avez fait votre compte-rendu, et c'est une des choses qui est quand même demandée par le juge. Mais après, comme vous avez gagné un peu de temps sur la lecture, que tout est bon, vous avez pu montrer au patient, qui en plus voit la deuxième lecture, et là, l'image vaut mieux que vos mots, et là, vous avez un intérêt à avoir de l'image et de la couleur pour qu'ils comprennent. Vous avez donc un consentement éclairé qui est vraiment éclairé, et c'est plus simple. Et donc, vous avez au total une amélioration de la prise en charge. Maintenant, un de nos concurrents américains a fait une jolie étude, parce que là-bas, ils y sont bien, et c'est assez intéressant. Alors, il disait que quand les patients avaient été confrontés à l'utilisation de l'IA par le dentiste, forcément, ils préfèrent, parce que c'est mieux, enfin voilà. Mais la première chose, c'est que 25% des patients demandent un deuxième avis. Quand il y a des études qui ont été réalisées là-bas, 25% demandent un deuxième avis. Alors c'est moins le cas chez nous, mais on y vient avec le nomadisme des patients. Et alors quand ils demandent un deuxième avis, 88% d'entre eux, ils rentrent chez eux avec deux avis qui sont non concordants. Et on le comprend très bien. Si déjà il y a 20% de différence entre deux interprétations radiologiques, si en plus il faut comprendre le vocable de l'un et de l'autre, c'est plus compliqué. Et donc le fait de crédibiliser dès le début votre action va être importante. Parce que juste derrière, 62% des patients qui ont demandé un deuxième avis, ils ont décalé leur rendez-vous, voire ils l'ont annulé. Et puis 25% de ces patients-là sont partis. Donc globalement, si on arrive à crédibiliser ce qu'on fait, à faire adhérer le patient à notre plan de traitement, tout en étant très safe, je pense qu'on a gagné beaucoup dans notre exercice. Alors, il y a quelques petites choses, j'ai passé parce que je sais qu'il faut qu'on rattrape un peu le temps. Il y a quelques petites choses auxquelles nous on tenait. C'est que j'ai fait une analyse du marché de ce qui se fait dans la panoramique dentaire. 80% des outils d'analyse de radio panoramique voient ça. Faire une panoramique pour voir ça, c'est dommage, parce qu'au total, il y a quand même un peu plus d'informations. Et la première chose qu'on a fait, c'était donc d'essayer de prendre toute la radio panoramique en champ, dans notre champ d'analyse. La deuxième chose, elle est pour protéger les données. On est ultra français, on a tout développé chez nous, on est hébergé sur des serveurs qui sont en France, et on n'a jamais les informations d'identité de patients. Elles restent chez les praticiens. Maintenant, vous l'avez vu, on met des petits carrés. Alors ça, c'était une vieille version, je vais vous en montrer une autre. Mais on met des petits carrés pour une raison toute bête. C'est que les masques et la couleur sur l'image noir et blanc vous induisent en erreur. Et je vous donne cet exemple. Cet exemple-là avait été présenté par Benjamin Salmon au Radio Game de la SFCO en 2023. Cette image, elle est très intéressante parce qu'on a montré la même, analysée différemment, et on a demandé si les praticiens voyaient le diagnostic différemment. Et en fait, je vous la remets. Voilà deux analyses. Et vous voyez bien là que le masque est un frein à une bonne analyse. Alors peut-être tu rappelles ce que c'est qu'un masque. Le masque, c'est le fait de mettre de la couleur comme ça, d'avoir un dessin vert sur le sinus pour voir le sinus, un dessin jaune ici ou rouge dans notre algo pour matérialiser le nerf. En réalité, si c'est utile d'expliquer aux patients et d'avoir ça, il ne faut surtout pas s'en servir quand on fait de l'analyse d'image, parce que ça induit un biais d'analyse qui est majeur. Alors, je vais essayer de vous montrer comment ça marche, et puis on va pouvoir conclure. On a essayé d'aller très vite pour rattraper le temps. Je vous prie de m'excuser. Est-ce que...
on le voit là. Donc, de toute façon, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pour que ce soit bien clair, c'est qu'à chaque fois que la radio va être étudiée par l'IA, comme l'a dit Didier, va détecter tout ce qui lui semble anormal par rapport aux milliers et milliers de radios qu'elle a vues. Donc après, il reste quand même l'étape du praticien qui aura à affirmer ou infirmer. Donc la décision finale appartient quand même au praticien sur ce type d'analyse. Juste de me dépatouiller, je vous prie de m'excuser, c'est une histoire de souris. Voilà. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, ce qui se passe, c'est que vous lancez l'analyse. Hop. Voilà. On va lancer une radio dedans. Voilà, donc ça c'est votre radio. Vous lancez l'analyse. Alors, je ne sais pas si on a un bon réseau. Ah non, ça marche. Voilà. On a lancé l'analyse, c'est-à-dire que là, on envoie la radio. Le soft sépare d'un côté tous les éléments d'identité patient et reçoit uniquement la radio et renvoie le résultat pour l'analyse. Et là, ce qu'on fait, c'est que devant le patient, quand on veut communiquer, tout à l'heure c'était une question, comment ça peut aider à communiquer, vous mettez là, vous montrez au patient, et au fur et à mesure que vous faites votre liste de ce que vous acceptez ou non comme résultat de l'IA, eh bien, vous validez ou vous invalidez. Alors, je vais tout valider pour aller plus vite. Là, l'IA nous dit que c'est près du nerf. Alors, quand vous voulez l'expliquer au patient, ça c'est facile, vous affichez le nerf. Mais par exemple, la ligne d'insertion du milieu hyoïdien, parfois elle peut être interprétée par le soft comme étant le nerf. Donc ça reste quand même au praticien de valider. Et une fois que le praticien a validé tout ça, c'est du temps réel. Ce cas-là, je vous le dis, en fait j'étais tellement focus sur le kyste que j'avais pas vu l'énorme lésion apicodentaire. Voilà, donc je valide. Pardon. Je vais tout valider. Hop. Voilà. Et puis, ah oui, quand on regarde la radio, de temps en temps, il y a des calcifications sur les amygdales. C'est bête de les rater. La machine vous les rappelle. Et puis, hop, pardon. Désolé. Voilà. Puis à la fin, vous avez fini, vous faites votre compte-rendu. Voilà, c'est fait. Vous avez le compte-rendu. Vous avez... alors si on s'est bien débrouillé, je vais voir. Vous avez ensuite l'image native. Vous avez toutes les détections qui ont été faites avec la légende qui va en dessous. Et éventuellement les sujets que vous souhaitez expliquer aux patients, si par hasard il y avait de la paro ou s'il y avait des traitements à reprendre. Voilà. Et puis vous pouvez l'exporter dans votre soft préféré de cabinet. Alors là, je ne sais plus comment revenir. J'y arrive pas. Non, mais c'est pas ça, je voulais juste fermer. Mais de toute manière, je pense qu'on a fini. Je voulais juste vous montrer ça. On va peut-être passer aux questions. Et surtout, moi, je voulais vous dire merci, tout bêtement. Et je pense que tu te joins à moi. Et je crois qu'il faut qu'on conclue, en fait, sur cette présentation. Est-ce que l'IA, c'est quelque chose qui nous fait prendre un mauvais virage dans notre profession ou pas? Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on a vu que voilà, elle était utile. Par contre, il fallait savoir de quoi on parle. Pour savoir de quoi on parle, voilà, il faut assister peut-être à des conférences qui vont vous éclairer un petit peu sur le sujet, comme on a essayé de le faire. C'est toujours mieux d'appréhender ce qu'on connaît, mais globalement, vous avez vu qu'on avait dans le médical tout ce que vous a montré Didier, tout ce que je vous ai montré, que ce soit sur l'image ou sur le texte. Il y a vraiment une rigueur médicale. Dans le médical, on ne peut pas faire comme ChatGPT, on ne peut pas faire comme Midjourney, on ne peut pas créer des choses, des hallucinations ou des choses qui permettraient de sortir du cadre. Si
voilà, s'il y a Didier l'a testé, on ne peut pas laisser de l'IA générative passer sur des radios pour créer des choses qui n'existent pas. Dans mon domaine, je ne peux pas, si le patient me dit qu'il a mal, aller laisser l'IA aller chercher sur Internet qu'il faut boire du jus d'ananas ou je ne sais pas quoi, comme je l'entends beaucoup en ce moment. Donc voilà, on a des systèmes avec une IA très stricte, des arbres décisionnels, des choses bien cataloguées, bien strictes. Didier, rigoureux aussi sur les radios, l'étude, annoter par de l'humain, vérifier, valider, revalider. À partir du moment où on a cette partie-là qui est bien gérée en amont, normalement, ça doit être plutôt positif pour nous, vraiment positif. Oui, merci. Oui, il y a plusieurs choses. Alors, je pense qu'on peut ouvrir un peu le débat et répondre à vos éventuelles questions. Un des aspects tout bêtes qu'on sous-estime beaucoup, c'est l'aspect réglementaire. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais depuis 2017, il y a une loi européenne qui est passée, qui fait que quand on crée des dispositifs qui peuvent influer sur la décision médicale, on est censé passer par ce qu'on appelle le marquage CE. Et un dispositif médical doit être mis sur le marché après qu'il ait été vérifié. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on a accès à plusieurs softs qui n'ont aucune accréditation, aucune légitimité et qui sont tous payants. Si ça vous amuse, vous pouvez le télécharger. Lui, il est gratuit encore. Mais tous ces softs doivent être validés. Et aux États-Unis, c'est extrêmement simple. Il n'y a aucune place pour les discussions. Si vous utilisez une radio et que, peu importe quoi, vous êtes un dispositif médical. Donc, aujourd'hui, quand vous avez le choix, vérifiez d'abord qu'ils sont conformes, parce que c'est votre exercice que vous mettez en jeu. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est aussi la qualité de ce que vous avez. Parce que pour éduquer des réseaux de neurones, il faut des données de qualité, il faut les avoir annotées. Et si tout à l'heure, j'ai insisté sur la variabilité qu'il y avait entre les différents opérateurs, c'est parce que nous, on l'a vu. On est passé sur des milliers de radios à plusieurs opérateurs qui les ont annotés. Et quand 2 annotateurs étaient déjà passés et qu'un 3e est repassé, il y avait encore des différences. Donc globalement, on arrive à niveler, mais ça reste quand même extrêmement important de savoir que cette qualité-là, eh bien, elle est jugée et il faut absolument que vous en teniez compte quand vous allez vous diriger sur le marché pour prendre tel ou tel algo. Et un algo d'IA en vaut pas un autre. Je pose une question parce que ça va sûrement vous intéresser aussi. C'est concernant la sécurité des données. Qui dit IA dit données médicales. Vous êtes concerné aussi puisque ce sont des données de vos patients qui sont récupérées. Ça vous met un petit peu en difficulté. Assurez-vous bien que quand vous faites confiance à une IA, comme on le disait, que tout est bien hébergé en France, que ce sont, pourquoi en France? Parce qu'on a ce qu'on appelle des serveurs HDS, donc qui sont données de santé, ce sont des serveurs spécifiques, donc en fait, ce sont des serveurs distincts pour tout ce qui est identification du patient. Toute la partie identité, nom, prénom, date de naissance sont sur des serveurs et toute la partie pathologie médicale est sur d'autres serveurs. Et ces serveurs peuvent communiquer entre eux quand on a besoin de ces informations grâce à des clés cryptées. Donc si les serveurs se font attaquer, ils n'auront que des états civils ou alors que des données médicales, mais ce sera quasiment impossible, je ne dis pas impossible parce que tout est possible dans l'informatique, mais très très compliqué d'aller récupérer les clés, chaque clé unique de cryptage qui va aller d'un nom en particulier avec une pathologie médicale en particulier. Ça c'est quelque chose aussi d'important et vous devez avoir en tête. Est-ce que vous auriez des questions malgré l'heure tardive ? J'espère qu'on a été assez clair, qu'on a répondu à pas mal de choses. On pourrait, nous, rester encore des heures et des heures ici. On a plein de choses à dire. Ça fait des années qu'on travaille sur ces sujets-là, même si, je leur dis, nous ne sommes ni développeurs, ni informaticiens. Tout ce qu'on a pu vous donner, c'est ce qu'on a pu apprendre au cours de notre
de développement des startups, mais voilà, je suis sûr que vous allez trouver des choses bien plus pointues sur Internet. On a essayé de vous débrouiller les choses pour que vous ayez déjà une première approche, ou peut-être une seconde, ou, sur l'IA. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas là pour nous remplacer. Il faut la considérer comme vraiment quelque chose qui fait partie de la team de votre activité, parce que c'est quelque chose qui va voler le travail de personne, mais qui va faciliter la vie. On voulait remercier l'URPS de nous avoir accueillis ce soir. Il y a eu des problèmes de son. On s'excuse vis-à-vis de toutes les personnes qui ont été un petit peu déçues à partir du webinaire, mais on va remettre rapidement en ligne l'intégralité de cette conférence. Merci aussi à la SFCO qui a accepté. On a fait un premier comme ça partenariat, c'était très agréable. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et puis merci de votre présence et de votre patience et d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Merci beaucoup. Je crois qu'il reste à manger, non ? Des questions ? Vous avez dit que tout à l'heure, ce sont des praticiens qui ont annoté les radios, si j'ai bien compris. Du coup, c'est si je me souviens bien, l'apprentissage supervisé. Est-ce qu'on aurait pu laisser l'intelligence artificielle apprendre d'elle-même sans avoir ce biais du praticien, ou de 2 ou 3 praticiens, qui inclut forcément un biais, et faire de l'apprentissage non supervisé ou semi-supervisé avec quelques praticiens qui aident? Est-ce qu'on n'aurait pas un meilleur résultat? C'est technique. Alors, d'abord, je l'ai évoqué à la fin, il y a un aspect réglementaire. Quand vous voulez faire un logiciel potentiellement d'aide au diagnostic, vous devez vous assurer de la qualité de ce qui a été appris. Donc, vous ne pouvez pas faire du non supervisé ou du semi-supervisé de but en blanc. Qui plus est, le semi-supervisé est toujours moins performant que le supervisé pur. Vous avez plus de données, mais par contre, les taux sont jamais aussi bons, en tout cas dans ce que nous on a trouvé. Par contre, et là où on peut moduler les choses, c'est que au début, on a annoté purement manuellement, et ensuite progressivement, au fur et à mesure que le nombre de données s'accroissait dans notre base de données d'apprentissage, on a analysé d'abord, puis corrigé. Et le fait de corriger fait gagner du temps. Mais de ce point de vue-là, l'IA Act qui vient de passer, mais qu'on avait déjà anticipé, qui est la loi européenne ou le règlement européen sur la manière dont on doit utiliser l'IA pour que vous soyez en sécurité et pour que nous soyons en sécurité. Cette loi, elle oblige à ce que les données soient contrôlées. Et je vais répondre à une question qui n'a pas été posée là, mais qui m'a été posée une autre fois et qui ressemble un peu à celle-là. C'est est-ce que, quand moi je corrige dans mon cabinet la radio et que je vous l'envoie, est-ce que ça va améliorer l'IA? Eh bien non. Non, parce qu'on n'a pas le droit de se resservir de vos annotations sans les avoir contrôlées. C'est-à-dire que si vous corrigez 25 fois des radios qui vous ont été envoyées, vous n'aurez pas une amélioration des résultats, en tout cas pas immédiatement, parce que si on devait s'en resservir, on les recontrôlerait, et donc il y a des temps relativement longs pour ça. Dans tous les cas, si on réentraîne nos algorithmes en ajoutant de nouvelles données, on a des benchmarks, des moyens d'étalonner nos résultats sur des datasets sur des jeux de données qui sont des jeux de données qui ont été repassés 3 ou 4 fois minimum et par 3 ou 4 opérateurs. Dans ce cas-là, on vérifie toujours qu'on a gagné en qualité de résultat. Et puis il y a des subtilités autres. Je vais vous prendre 2 exemples. Les lésions d'origine endodontique, les lésions périapicales d'origine endodontique, et puis les kystes, les grands kystes, améloblastomes, tout ça. Forcément, dans le dataset, on n'a pas le même nombre de grands kystes que de lésions apicales.
c'est un rapport de l'ordre de, je sais pas, moins d'1%. Alors, je vais... Alors, il y a des choses qu'on ne voit pas. Bon. Mais, alors, je reviens à ce que je disais. On a choisi, nous, de ne pas afficher le taux de confiance. C'est-à-dire que si vous regardez les résultats, vous ne voyez pas le taux de confiance. Vous avez un petit curseur qu'on déplace dans notre soft qui vous dit spécifique, sensible ou optimal, qui est en fait un réglage intermédiaire. Pourquoi ? Parce que finalement, la qualité de détection d'un kyste va être vraiment bonne à 40%. Je prends un exemple qui est pas vrai, mais c'est pour l'illustrer. À 40% de taux de confiance, alors que le granulome, enfin, la lésion apicale, elle va être bonne à 98%. Et donc, dire 40% pour le praticien qui n'a pas la connaissance de cet état-là, c'est finalement l'induire en erreur. Et c'est ne pas lui donner les bons éléments de décision. Voilà, tout à l'heure, je vous disais, dans le sein, on utilise on a montré que la manière dont on servait de l'IA influait, ça c'est un exemple aussi.